Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire spécial sur les configurations techniques préférées de Tradosaur et Nicolas Chéron. Je suis Nicolas Chéron, analyste CMC Market pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 février, il est 18h et avec nous, nous avons Tradosaur. Tradosaur, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Salut à tous et merci d'être aussi nombreux. C'est vrai que ça fait 2 webis en moins d'une semaine, donc je suis content de voir qu'on ne vous lasse pas. Et on va essayer avec Nicolas de vous exposer les figures qu'on préfère. Il y en a beaucoup d'autres, mais celles-là, on les aime beaucoup et c'est bien d'être capable de hiérarchiser ce qu'on aime bien et ce qu'on aime moins. Alors, avant toute chose, un petit avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo, concernant l'indice de sentiment client, les CFD, je vous laisse en prendre note. Je constate donc que tout le monde s'est connecté, le son et l'image semblent bons. Notez que vous avez des fonctions de chat et de questions-réponses qui vous permettront tout au long de cette présentation de poser vos questions. Alors avant que l'on débute ce webinaire, sachez que c'est une présentation qui est organisée par le courtier CMC Markets, qui a plus de 25 ans d'expérience et une présence internationale très forte avec 14 bureaux dans le monde. CMC Markets donc, a vu 45 millions de transactions se réaliser sur sa plateforme en 2015. CMC Markets en France, c'est un bureau à Paris, sur les Champs-Élysées, d'où je vous parle actuellement. C'est une entité agréée d'une part au Royaume-Uni et d'autre part en France. Une plateforme innovante pour ceux qui la connaissent, reconnue et maintes fois récompensée, un service dédié disponible 24 sur 24, des spreads relativement compétitifs et une mise à disposition de nombreux contenus analytiques dont fait partie ce webinaire. La plupart des graphiques utilisés ce soir ont été réalisés via la plateforme Next Generation, donc celle de CMC Market, qui est disponible sur ordinateur, tablette et téléphone. Elle est fiable, elle est rapide, vous avez plus de 10 500 produits sur cette plateforme, de nombreux outils graphiques, on en a utilisé quelques-uns pour cette présentation, de nombreux types d'ordres, des flux d'informations. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site de CMC Markets. Aujourd'hui, donc, j'ai la chance avec moi de retrouver Ilan Smadja. C'est Tradosaur. Tradosaur est un de nos partenaires historiques. C'est un grand plaisir pour moi, en tant qu'analyste technique, de recevoir cet autodidacte passionné d'analyse technique. Tradosaur, tu es responsable du site du même nom, Tradosaur Trading, et je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore à nos auditeurs. Oui, donc merci Nico. Effectivement, j'ai commencé seul dans mon coin. J'en avais marre de prendre des bouillons, donc je me suis intéressé à l'analyse technique. Et c'est que sur le tard finalement que j'ai décidé de devenir analyste technique, on va dire amateur, mais en même temps passer le diplôme. Depuis, j'ai mon blog depuis 2008, j'écris des livres et c'est toujours une passion, tout en sachant que c'est un chemin plus qu'une destination. Il faut constamment s'adapter parce que le marché est évolutif et nous, on se doit, si on veut utiliser l'analyse technique, d'évoluer avec. Tu écris des articles pour ton site, pour d'autres sites, tu fais également des conférences et pour ceux qui ne te connaissent pas, donc encore une fois, pour moi, tu es vraiment un spécialiste dans la rédaction des livres pédagogiques, donc qu'on appelle également les e-books. On reparlera de ça à la fin de cette émission concernant une offre que l'on a mis en place et qui démarrera dès ce soir entre toi, Trado, et puis CMC, ton partenaire historique, et c'est donc un plaisir de t'avoir. Et puis sachez que Trado réalise un webinaire mensuel en partenariat avec CMC Market, donc le dernier était hier ou avant-hier, me semble-t-il. C'était Mercredi dernier. Il y a une semaine, oui. Donc, donc tous les mois, comme ça, Tradosaur, sur des sujets d'analyse technique, réalise des webinaires. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver Tradosaur sur son compte Twitter qui est affiché sur la page. Alors, nous avons trois parties pour cette présentation. Une toute petite partie d'introduction sur l'importance de l'analyse technique, puis une conclusion sur l'analyse de deux titres. La plupart du temps de ce webinaire sera focalisé donc sur les configurations techniques attractives que l'on va vous présenter dans quelques instants.
Avant toute chose, donc pour les débutants notamment, je voulais faire un petit point de retour donc sur le concept de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est un concept japonais qui était déjà utilisé au XXe siècle, et puis au début du XXe, on a Charles Do, donc la fameuse théorie de Do, la théorie des tendances. Charles Do qui a écrit des livres, et dans la foulée de Charles Do, nous avons eu l'avènement de l'héliotisme avec Elliot, de Weinstein, et puis les chandeliers de Nissan. On parlera également de chandeliers, donc les chandeliers japonais dans cette présentation. Les postulats dont on part en fait quand on réalise de l'analyse graphique, c'est que le prix intègre toute l'information disponible à un instant T, que ce soit les rumeurs, que ce soit la possible croissance de la société. Dans le cours de bourse, à un instant T, toute l'information est théoriquement comprise dans le prix. Deuxième postulat, les prix évoluent en tendance. Alors attention tout de même, puisque nous avons des tendances dans certains cas, mais la plupart du temps, le marché est attentiste et sans tendance. Donc c'est pour ça que lorsqu'il se met en tendance et lorsqu'on a des retournements de tendance, il est très intéressant de capter ces mouvements-là, et nous le verrons notamment avec des figures de retournement. Et puis le troisième postulat, je dirais un des plus importants de l'analyse technique, c'est que l'histoire se répète. Vous avez donc des spécialistes qui ont analysé des graphiques pendant des années, qui ont réussi à déceler des configurations chartistes, des configurations graphiques, on appelle ça aussi des patterns. Et donc le concept, c'est de dire que ces patterns, on les retrouve dans le passé, que l'histoire se répète, et donc si on tombe de nouveau sur ce type de configuration, on a une probabilité que l'histoire de nouveau se répète comme elle l'a fait dans le passé. Aujourd'hui, la présentation sera focalisée sur du chartisme. Le fait de faire du chartisme, c'est se focaliser sur l'évolution des prix et des volumes en tentant de trouver des configurations qui se reproduisent dans le temps. On retrouve dans cette catégorie des figures classiques telles que les triangles, les fanions, les doubles sommets, les doubles creux, la tête-épaule, on en parlera, et les chandeliers japonais. Et vous allez voir donc que la plupart, je dirais 90% des configurations que l'on a choisies sont des configurations chartistes. Voilà pour l'introduction, donc webinaire spécialisé sur l'analyse technique avec un spécialiste Tradosaur que je suis très content de retrouver, et puis nous allons passer donc tout de suite dans le vif du sujet avec les principales configurations techniques que nous allons voir aujourd'hui. Donc Trado, on va faire chacun notre tour. Toi, tu as choisi donc la figure d'élargissement, les étoiles du matin et du soir, les tri inside haussier et baissier. Donc à chaque fois, vous aurez des exemples. Ton joker, c'est le non-croisement. Bon, ça sort un petit peu du champ d'application du chartisme, mais tu voulais ici nous délivrer quelque chose qui te plaît, un petit plus pour nos auditeurs. Donc c'est parfait. Quant à moi, je vous parlerai du biseau, du phénomène d'action-réaction qui peut s'apparenter à l'avalement baissier ou l'avalement haussier, mais nous verrons un petit peu la différence qu'il y a. On verra l'épaule tête-épaule, mais surtout les pièges de l'épaule tête-épaule. Et puis en joker, je vous présenterai ma configuration préférée. Néanmoins, c'est une configuration ultra rare. Je n'en ai vu que 2 dans ma carrière, donc en un peu plus de 10 ans. C'est le fameux bébé abandonné. On va commencer par toi, Trado, et on va passer donc sur la figure d'élargissement, juste pour que nos éditeurs comprennent. Tradosaur n'est pas dans la même pièce que moi, mais à distance. C'est moi qui gère le PowerPoint, donc nous essayons de nous caler. Trado, c'est à toi pour la parole sur la figure d'élargissement. N'hésite pas à cligner de l'œil quand tu souhaites que je passe au slide suivant. Ok, merci Nico. Donc voilà, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs formes de figures d'élargissement. Elles ne sont pas toutes aussi bonnes et elles ne fonctionnent pas toutes aussi bien. Celle qui fonctionne le mieux, en fait, et on arrive à près de 80% de taux de réussite pour le sens de sortie, c'est ce qu'on appelle les figures d'élargissement descendantes ou ascendantes. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une figure d'élargissement descendante, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 obliques qui vont diverger, mais en même temps qu'elles divergent, elles descendent toutes les 2. Et c'est ça qui est important, et c'est ça surtout qui nous donne le pourcentage élevé de réussite de la figure, puisqu'il faut savoir que ce genre de figure se casse dans 80% des cas par le haut. Et il y a plusieurs façons de calculer les objectifs. Il y a un objectif qui est presque toujours rallié, c'est l'objectif numéro 1. Là, vous voyez, vous prenez la hauteur de la première oscillation complète.
hein, c'est représenté par le segment jaune, vous reportez ça au niveau du point de cassure. Et c'est super bien ce que tu fais avec ta flèche, Nico, hein. Tu pourrais bosser dans les avions comme, comme hôtesse de l'air, hein. Et donc là, vous voyez que l'objectif est super bien rallié. Et le deuxième objectif, qui est un petit peu plus gourmand, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète. J'ai bien dit complète, que vous allez reporter au-dessus du point de cassure. Et ça, bon, c'est beaucoup plus lucratif naturellement, mais c'est moins souvent rallié. Alors très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une partie des gains sur l'objectif numéro 1 et on laisse courir un petit peu sur l'objectif numéro 2 si on a de la chance. Alors si on regarde ce que ça donne dans les faits, sur une action, une vraie action, alors on a trouvé un sur le CAC 40. Alors vous voyez, hein, on a bien deux obliques qui descendent mais qui divergent. Une fois qu'on a eu cassé la figure, ben, on prend la hauteur de la première oscillation complète en jaune. Ça a été rallié, regardez, mais ça a vraiment été rallié au point près. Ça veut dire qu'il y en a qui sont sortis sur ces niveaux. Et puis après, on a repris du poil de la bête et on est allé chercher la hauteur correspondant à la dernière oscillation, j'ai bien dit complète. Et là, ça a pris plus de temps, mais on a eu de la chance sur le cas, car il ne faut pas rêver, hein, si ça fonctionne aussi bien, c'est pas de la magie, c'est parce que tout le monde connaît cette figure, hein, quand on s'y connaît un peu, et on sait très bien que ce sont des objectifs que tout le monde a sur les tablettes. Alors, le pendant de cette figure, c'est la figure d'élargissement ascendante, hein, et l'idée, c'est que on va avoir deux obliques qui divergent, mais qui montent toutes les deux. Vous repérez, les objectifs sont exactement les mêmes, hein, soit à la hauteur de la première oscillation complète, soit à la hauteur de la dernière oscillation, j'ai bien dit complète, hein, et on va généralement chercher l'objectif 1 et plus rarement l'objectif 2, mais c'est beaucoup plus lucratif. Alors vous remarquez que souvent, il va y avoir un retour sur la figure une fois qu'elle a été cassée. Dans ce sens-là, ça s'appelle un pullback, dans l'autre, ça s'appelle un throwback, quoique les Français aiment bien utiliser l'inverse du terme anglais. Mais généralement, vous pouvez en profiter pour rentrer sur ces niveaux. Donc on a à peu près 80% de chances de réussite. Alors ça, vous le trouvez également sur des graphes en réel. Là, on a pris comme action, c'est les BNP Paribas. Donc pareil, hein, bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais c'est bien une figure d'élargissement ascendante, hein, les deux obliques montent bien, et les deux objectifs ont été ralliés, bon, dans un temps différent, mais le premier très rapidement. Vous remarquerez le fameux pullback, hein, on casse, puis on revient tester la bête, et puis on redescend après, et voilà, quand ça fonctionne, ça fonctionne bien. Alors, Trado, c'est une très belle figure. Effectivement, la figure d'élargissement, elle est relativement rare. Donc, quand on arrive à la déceler, c'est une bonne chose. Si je peux me permettre, en fait, ce qui permet de déceler cette figure généralement, donc c'est le fait qu'on ait donc les deux droites comme ça qui soient ascendantes et qui divergent. Ce qui est par contre compliqué dans cette figure, c'est le fait, tu vois ici, qu'on fasse un nouveau plus haut et qu'en fait ça puisse donner l'impression aux investisseurs que c'est une cassure franche. Et alors, en fait, c'est un faux signal haussier, puis on revient vers le support, puis on fait un nouveau plus haut, mais une nouvelle fois, ce n'est pas un signal acheteur, et on a comme ça, en fait, 2 voire 3 fois des faux signaux haussiers qui, grâce, une fois que cela permet en fait de terminer le dessin de la figure, eh bien, ça nous laisse entrevoir qu'effectivement, on pourrait repartir dans l'autre sens. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir cette figure, eh bien, on constate qu'à chaque fois, ça peut donner des faux signaux acheteurs, en fait, avant que la baisse prenne le pas. Ouais, tu as tout à fait raison. Ça peut faire du sens sur les murs. C'est pour ça que c'est pas mal d'attendre éventuellement la cassure. Et une fois que l'on casse, ça devient beaucoup plus évident. Et comme dans plus d'un cas sur deux, effectivement, il y a un pullback ou un throwback, hein, pour ceux qui ont peur de se faire embarquer par des mauvaises interprétations, on peut tout à fait attendre une rechute dans le sens du mouvement avant éventuellement de parier sur une continuation de la baisse, hein. Effectivement.
Donc pour nos auditeurs, juste que vous ayez cela en idée, donc je le spécifierai pour les graphiques à venir, mais c'était bien un graphique du CAC 40 en données journalières, la première figure descendante. En fait, ça représentait la période un petit peu de stabilisation des marchés, me semble-t-il, 2014-2015, avant que effectivement les cours partent fortement à la hausse. Quant à l'exemple sur BNP, c'était aussi un graphique journalier. On vous le spécifiera à chaque fois. On passe maintenant à la deuxième figure. La deuxième figure, c'est le biseau ascendant et c'est une de mes figures chartistes préférées. Le biseau, en fait, est une figure de compression. On a donc deux droites qui convergent. Cette fois-ci, en fait, c'est l'inverse de ta figure d'élargissement, Trado. Ici, on a vraiment une convergence des prix et on a une pression, en fait, il faut voir ça un petit peu comme une cocotte minute. On a une pression qui va monter jusqu'au moment où on va avoir une violente sortie. Donc ici, c'est un biseau descendant. Il y a 90% de chances qu'on en sorte par le haut. Après, concernant les objectifs, on va dire que cela dépend des analystes. Théoriquement, dans les livres, on dit qu'il n'y a pas d'objectif habituel réalisé par le biseau. Mais Trado, je pense qu'on est d'accord pour dire que déjà viser 50% de retracement d'un biseau est un bon objectif en soi. Alors, il y a ça, effectivement. Moi, j'aime bien viser, en fait, étape par étape, tous les points auxquels on a accroché l'oblique haute. Là, par exemple, tu vois, il y a eu 1, 2, 3, allez, entre 3 et 4 points d'impact sur le haut de la figure. On peut tout à fait prendre par morceau, par palier, des profits chaque fois que l'on rallie un de ces objectifs, avec effectivement la cerise sur le gâteau, le ralliement du point de départ du biseau. Donc ici, c'était le sucre et c'était un graphique en données mensuelles. Et ça, en fait, je l'ai découvert chez CMC l'année dernière quand je suis arrivé. C'était la première fois que j'analysais les cours du sucre. Ce qui m'avait choqué sur cette configuration, c'est que c'est la première fois en tant qu'analyste que je voyais un biseau mensuel se réaliser sur près de 5 ans. Je ne sais pas si tu en avais déjà vu beaucoup dans ta carrière, des comme ça, Tradosor, mais c'est très rare. Pas du tout. Donc, gardez bien en tête que les configurations ici qu'on vous présente sont nos configurations préférées. Mais elles le sont pour deux raisons. D'une part, parce qu'elles sont explosives et peuvent mener à des retournements de tendance. Et d'autre part, parce que comme vous l'avez compris, les figures d'élargissement descendant ou le biseau descendant, ce sont des figures avec 80 à 90% de réalisation. Chose qu'on retrouve sur très peu de figures chartistes et c'est pour ça qu'on les a sélectionnées aujourd'hui pour vous. Donc, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que au mois d'avril-mai, j'ai commencé à déceler ce biseau mensuel baissier. Seuls les traders vraiment les plus agressifs prendront le risque de payer la borne d'un biseau et puis vous voyez que ceux qui auraient payé en 2012, 2013 ou 2014, ils ont souffert. Donc on dit souvent qu'il faut attendre la sortie de la figure. D'ailleurs à ce sujet, si vous voulez vraiment en savoir plus, vous avez des livres d'analyse technique sur le chartisme et sur ces fameuses figures avec l'interprétation, les pourcentages, etc. Donc ici, j'ai décelé dans un premier temps le biseau. Dans un second temps, le mois suivant, ici, vous voyez quoi? Vous voyez que les cours ont clôturé pile poil sur la borne haute du biseau. Et cerise sur le gâteau, le chandelier suivant, qui est ici minuscule, commence par une ouverture qui est égale au plus bas du mois. Donc ça veut dire que dès la première séance du mois, les acheteurs ont pris la main. Et ça nous a permis, dès le début du mois, donc, de valider potentiellement cette sortie de biseau. Et lorsqu'on a validé cette sortie de biseau que j'attendais depuis un certain temps, l'objectif qui est ressorti était un ralliement des 15 sur le sucre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sorti autour des 12 et que la première résistance était à 15. Ça voulait dire plus de 20% d'appréciation potentielle dans les quelques mois à suivre. Et ça, c'est la suite. La suite un mois plus tard. Et vous pouvez constater ici donc, que je me suis mis en données hebdomadaires. On a un biseau baissier donc, sur les 4 dernières années en données hebdomadaires. Ici, on avait une première réaction positive sur la borne basse du biseau qui a permis donc au cours de repartir et d'attaquer la borne haute. Ça a été très beau puisqu'en données hebdomadaires, on a
cassé le niveau et on a accéléré. Et puis ensuite, la hausse s'est faite progressivement. On a atteint un objectif majeur et à ce moment-là, j'ai invité à la prudence. Après, il faut bien se rendre compte que les cours ici, tout en bas du biseau, étaient à 10 et qu'ici, on est monté à 15. Donc, on a réussi à prendre 50% de hausse en l'espace de 2 mois et demi. Rien à voir, si vous voulez, avec le fait de se battre tous les jours avec le DAX ou avec l'euro-dollar qui sont compliqués. C'est donc dans une optique aussi de diversification et par propreté graphique des matières premières que je vous invite aussi à essayer des figures chartistes sur les matières premières. Qu'en penses-tu, Trado? Moi, je trouve que les matières premières en données hebdomadaires, quand tu trouves des figures chartistes dessus, c'est parmi les configurations les plus propres et les mieux respectées. Ouais, je t'avouerai franchement que moi, c'est pas ma spécialité. T'en sais beaucoup plus que moi sur pardon, le trading des matières premières, on va dire un peu exotiques comme ça. Donc je te ferai confiance sur ce coup-là parce que je sais pas quoi répondre, je traite pas ça. Hein. En tous les cas, c'est pas des actifs qui sont propres en données 4 heures ou journalières parce que tu vas avoir une faible volatilité, parfois peu de volume puisque c'est des produits un peu exotiques. Donc c'est pour ça en fait que j'invite à ne pas chercher des configurations chartistes en données horaires ou journalières. Par contre, quand on prend de l'hebdomadaire, là on commence à avoir des choses un petit peu plus tangibles. En tous les cas, gardez bien en tête donc que le biseau, ici c'est un biseau rare, un biseau mensuel, mais que vous pouvez retrouver le biseau généralement par exemple sur les indices boursiers lorsqu'on a des phases d'essoufflement d'un mouvement baissier ou d'un mouvement haussier et ce sont des figures relativement violentes. Ouais, c'est très beau là. À toi. Ah oui, alors donc voilà, c'est maintenant, ce sont des chandeliers japonais. Alors moi j'aime bien, hein, c'est l'étoile du soir ou l'étoile du matin. Alors on va en parler tout à l'heure sur l'analyse technique de Genfit parce qu'il y en a eu 2 à la suite qui ont très bien fonctionné. Alors il faut savoir que là aussi on est sur des configurations qui fonctionnent dans plus de 80% des cas. Alors vous allez avoir 3 bougies. À gauche, vous allez avoir d'abord une bougie verte, suivie d'une bougie rouge. Et la troisième sera une bougie rouge aussi. Alors, il faut savoir que la bougie du milieu, la bougie 2, peut être verte. Par contre, ça peut même être une croix, un doji. Hein. Et par contre, il est obligatoire d'avoir une bougie 1 qui est verte, une bougie 3 qui est rouge. Après, il y a également des impératifs. Il faut que les corps ne se chevauchent pas. C'est-à-dire que vous avez le corps vert de la bougie 1 et le corps rouge de la bougie 2 qui ne doivent pas s'épouser. Et on accepte que les mèches puissent effectivement se chevaucher, mais on n'accepte pas que les corps, eux, se chevauchent. Et si même les mèches ne se chevauchent pas, c'est-à-dire que s'il y a un vrai gap entre les bougies 1 et la bougie 2, ou entre la bougie 2 et la bougie 3, c'est encore plus fort. Ok. Alors, si on considère que ça fonctionne, il faut savoir qu'il y a une psychologie derrière. Ça veut dire qu'on montait et tout d'un coup, il y a un coup d'arrêt et les baissiers prennent le relais. Alors, vous lirez souvent dans les livres qu'on retrouve ce genre de figure à la fin d'une hausse. Alors, oui et non. C'est-à-dire que généralement, on va les retrouver au bout d'une hausse pour montrer l'essoufflement et la prise en main des baissiers. Mais il faut savoir que celles qui vont se retrouver alors que la baisse est déjà inscrite fonctionne même mieux puisque ça veut dire que les baissiers ont repris l'ascendant dans une tendance qui était déjà baissière. Le seul bémol, j'ai envie de dire, c'est quand ça apparaît en trading range. Quand les cours ont tendance à latéraliser et que vous voyez une étoile du matin, ça une étoile du soir, par contre, ça fonctionne pas génial. Alors, si on regarde au niveau des graphes ce que cela peut donner sur les actions réelles, vous allez remarquer, par exemple, sur Genfit, qu'il y en a eu 2 de suite. Alors, regardez, dans la première ellipse qui est orange, vous voyez une bougie verte, suivie d'une bougie de type doji, hein, c'est autorisé, et derrière la bougie 3 qui est rouge. Et vous voyez qu'elle apparaît alors que la tendance est déjà baissière. Et j'ai envie de dire, c'est même encore plus fort comme signal. Hein. Et effectivement, derrière, badaboum, ça s'est effondré. Alors après, on a recommencé à prendre de l'allant. Et là, cette figure a été arrêtée il y a 3-4 jours et vous verrez dans l'actualisation tout à l'heure de Genfit que derrière, pareil, hein, ça a sombré. Et avec la même configuration, hein, la bougie 2 n'a pas de corps, hein, c'est donc un doji.
J'aime beaucoup cette figure, hein, et ça fonctionne quand même bien souvent. Alors, si vous la tradez, sachez que le stop, généralement, on le met au-dessus de la bougie 2. Ok, c'est ce qu'on fait de manière usuelle. Ça fonctionne sur toutes les unités de temps, mais je préfère vous prévenir que ça fonctionne beaucoup mieux sur le daily, sur le mensuel, hebdomadaire qu'en intraday. Voilà. Alors maintenant, il y a aussi l'étoile du matin qui est le pendant. Pareil, alors ça va être une bougie rouge suivie d'une bougie numéro 2 qui sera verte ou rouge. Par contre, il est important que la bougie 3 soit une bougie verte parce qu'elle montre que les haussiers ont repris la main sur le marché. Vous pouvez même avoir une bougie 2 qui sera un doji, hein, on l'a vu tout à l'heure. Là aussi, généralement, vous allez la trouver en fin de période baissière, mais c'est absolument pas obligatoire. On peut l'avoir en période de hausse, même si c'est plus rare, et c'est encore plus fort, j'ai envie de dire. Là aussi, méfiez-vous des étoiles, par contre, hein, qui apparaîtraient dans une période de trading range. Là, ça fonctionne pas très bien. Alors, au niveau de l'application concrète, hein, c'est pas Genfit en journalier, c'est Adosia en journalier. Et non, c'est pas Adosia en journalier, c'est alors ça me rappelle laquelle on avait trouvé. Oui, si, c'est Adosia. Alors, regardez, j'ai pris exprès celle-là parce qu'elle est un peu tordue, mais elle est tout à fait valable. Vous avez une bougie rouge, une bougie verte, et la bougie numéro 3 est une bougie verte, mais regardez, il n'y a pas chevauchement des corps. Hein, C'est les limite. mèches, effectivement. Ouais, c'est limite, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais bon, c'est un cas que j'ai voulu vraiment un peu limite, mais c'est une étoile du soir, du matin, bien moche, certes, mais étoile quand même. Regardez comme la bougie 4 est un énorme gap qui montre bien que voilà, les haussiers ont gagné la bataille. Bon, pas la guerre, mais la bataille. Regardez la dernière configuration qui est en train de se dessiner, là, ça c'est pas une étoile du soir par contre, hein, parce que vous voyez, le corps de la bougie 2 mange le corps de la bougie 1. Donc ça c'est pas valable. Certains diront que l'esprit y est, ouais, pourquoi pas, mais là on peut pas garantir un taux de réussite de 80% dans ce genre de configuration. C'est exactement ce que j'allais confirmer, Tradosor. En fait, ce qui importe et ce qu'il faut que vous compreniez bien, puisque Clément, par exemple, me dit comment choisir la bonne analyse. Ce qu'il faut déjà, si vous aimez l'analyse graphique et que dedans vous aimez l'analyse chartiste, que vous appreniez les figures, que vous focalisiez votre attention sur les figures les plus intéressantes, les figures de retournement, les figures à haut potentiel. Mais ce qui compte avant tout, c'est le respect de la figure. On a des statisticiens et des spécialistes qui ont étudié ces figures sur des centaines d'actifs, sur des milliers de périodes, et ils ont écrit les conditions dans lesquelles cette figure était respectée, valide et donc avec une forte probabilité. Néanmoins, si vous ne respectez pas ces règles, par exemple si vous anticipez le troisième chandelier, ou bien que vous choisissez une étoile du soir ou du matin, ou bien la bougie 1 et 2 ou 2 et 3 se chevauchent, sachez que vous allez vous allez fortement amoindrir votre taux de probabilité de gain. Il faut donc essayer peut-être de déceler moins de figures, mais de déceler les plus puissantes. Et une fois que ces dernières sont respectées, en fait, ça vous valide votre analyse bien plus sérieusement et ça augmente votre espérance de gain et peut-être ça vous libérera psychologiquement d'un certain poids que peut être la prise de position sur un trade. Ouais, tout à fait. Je rajouterais juste un truc rapidement. Vous savez, l'analyse technique, c'est pas fait uniquement pour les traders compulsifs, hein. Ça peut être aussi pour les investisseurs. Et si vous traînez, vous portez des positions pendant des semaines, voire même des mois, il faut savoir que la présence, par exemple, d'une étoile ou n'importe quoi, un biseau, ça peut aussi vous dire ce qu'il ne faut pas faire à un moment donné. Par exemple, si vous avez un biseau d'élargissement au normal qui est descendant, eh bien, acheter à ce moment-là, c'est pas très raisonnable. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'analyse technique aussi comme un garde-fou, comme une alerte qui vous prévient de ce qu'il ne faut pas faire. Ok ? Exactement. On va passer à la configuration numéro 3. La configuration numéro 3, c'est le phénomène d'action-réaction. Alors ça, vous le retrouverez pas dans les livres. C'est un phénomène tu connais ce phénomène d'action-réaction ou c'est une invention de ma part? Tout à fait. Non, mais c'est pas très connu. C'est pas très connu et c'est très bien. C'est quelque chose en fait qui ressemble très fortement donc à l'avalement.
avalement haussier ou baissier. Ce qui compte ici, si vous voulez, c'est que vous ayez les deux corps des deux bougies qui soient égaux. Et généralement, c'est très bien quand les chandeliers sont pleins. C'est-à-dire que vous avez une forte différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Ici, je vous ai pris un graphique de l'euro-dollar en données journalières et je suis revenu en 2015. Quand l'euro-dollar est passé de 1,34 à 1,25, et vous n'êtes pas sans savoir que par la suite, il a encore perdu 2000 points il a continué à la baisse. Ce qui était intéressant ici de voir, c'est que on a eu un fort chandelier baissier qui a engendré une cassure des plus bas annuels à ce moment-là. Le chandelier a clôturé au plus bas, c'était un fort chandelier baissier un petit peu comme ici, donc il confirmait le fait que la tendance était baissière. Néanmoins, ce qui a été très intéressant le lendemain, et je pense que ça a été engendré par un chiffre économique ou une spéculation sur des dires de banquiers centraux, nous avons eu donc un chandelier égal au précédent, extrêmement puissant, avec une ouverture qui s'est faite au plus bas du jour, avec une clôture qui s'est pratiquement faite au plus haut du jour, avec une hausse qui a pratiquement effacé 90% de la baisse de la veille. Et en plus de cela, le joker, c'est que cela s'est fait 1 à contre-tendance, 2 sur un bas de canal journalier. Cela laissait donc entendre une certaine exhaustion, essoufflement, un épuisement, donc un épuisement de la force des vendeurs qui a été contrecarré donc par un courant acheteur de court terme et potentiellement des rachats de positions vendeuses qui ont accéléré la hausse, et c'est ce qui a permis donc au mouvement de se reprendre comme ça à la hausse et de réaliser un rebond technique de pas loin de 400 points alors que la tendance était baissière. Donc si vous avez noté une tendance baissière sur un actif et que vous avez d'un coup comme ça un phénomène d'action-réaction qui en plus de cela ne se fait pas au hasard mais sur un seuil technique, psychologique, un bas de canal, que sais-je, eh bien cela augmente sa véracité, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et vous pouvez dans ces cas-là donc soit attendre avant d'éventuellement passer vendeur, soit jouer le rebond technique, ça dépendra de votre style de trading. Voilà. Ouais, excuse-moi Nico, je vais rajouter un truc, et je pense que tu confirmeras. Je pense que de toute manière, on n'est pas des intégristes de l'analyse technique, et là, à mon avis, il y a eu de la grosse news derrière, donc il ne faut pas du tout hésiter à combiner les deux, à ne pas partir dans la guerre fondamentale technique. À mon avis, il y a une annonce qui a été faite, et lorsque vous voyez qu'une bougie significative apparaît, et qu'en même temps, derrière, il y a du lourd, il y a des biscuits en termes de news, ça vient renforcer la probabilité de succès, évidemment. Mmh. Alors j'ai un deuxième exemple concernant les actions-réactions, mais ici c'est un cas particulier. J'avais pratiquement jamais vu ça. Ici, vous voyez, le but de ce webinaire, c'est que deux spécialistes qui ont 10 ans d'expérience, voire plus, vous présentent des chandeliers qu'ils ont vus deux fois dans leur vie. Comme ça, le jour où vous les verrez, j'espère que ça vous fera réagir. Donc ici, on a eu un phénomène d'action-réaction. On est dans une tendance baissière. On a un mouvement technique haussier, un rebond technique. Et puis, on voit que le lendemain d'une forte hausse à l'intérieur de ce rebond technique, on a un avalement baissier. Le chandelier avale celui de la veille. On a un chandelier qui fait pratiquement la même taille que le précédent. Et donc, dans ces cas-là, en fait, ce qu'il convient de faire, c'est d'attendre un dépassement clair en cours de clôture, soit des plus bas réalisés par les chandeliers ou les mèches, soit des plus hauts. Vous pouvez constater donc que avec cette méthode-là, le lendemain, on ne passe pas à la vente puisqu'on n'a pas encore de cassure des plus bas en cours de clôture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gros piège. Les acheteurs ont repris la main, donc ici très certainement aussi avec un aspect de news derrière. Et on a un troisième chandelier d'action-réaction qui englobe celui de la veille, mais il ne dépasse ni par sa clôture ni les plus hauts ni les plus bas, donc il n'y a pas de signal. Et puis quatrième chandelier, lui-même aussi donc baissier, peut-être un peu plus fort que les précédents puisqu'il clôture au plus bas par rapport aux autres séances, mais il n'y a pas de dépassement de seuil, donc on attend encore le lendemain, le surlendemain, l'après-surlendemain. Vous pouvez constater que pendant 3 séances, on s'est fait des petites frayeurs, mais on n'a jamais clôturé sous le seuil. Ensuite, on a eu 10-12 chandeliers qui étaient des inside, qui étaient compris à l'intérieur de l'amplitude de ces chandeliers d'action-réaction.
Et enfin, ici, vous voyez un message clair, une sortie de cette zone de range créée par l'action-réaction, un chandelier rouge, baissier, qui clôture en dessous du range. En plus, ici, il clôture dans le sens de la tendance de fond baissière et il ne donne donc pas beaucoup de doute sur la suite éventuelle qui a été baissière, comme vous pouvez le voir. Enfin, dernière chose intéressante, gardez en tête que le marché a une mémoire très importante qui peut durer sur certains actifs pendant des années. Vous voyez bien que l'euro-dollar, après être passé de 1,14 à 1,05, est remonté à 1,14. Et où est-ce qu'il s'est arrêté? Eh bien, il s'est arrêté à 20 pips près du plus haut en cours de clôture de notre fameuse zone d'action-réaction. Je dirais donc que elle a continué, cette zone-là, d'être considérée par le marché comme un seuil qui a été créé et qui est extrêmement fort et qui bloquait donc toute ascension des cours et qui a engendré une reprise de la tendance baissière ensuite. Voilà, tout pour l'action-réaction. À ton tour. Ah, ça j'aime bien, parce que en fait ça va rappeler des bons souvenirs à ceux qui se connaissent un petit peu, qui s'y connaissent un petit peu en chandelier japonais. Mais c'est une variante. En fait, ça s'appelle le Three Inside Up ou le Three Inside Down dans l'autre sens. Et si vous regardez les deux premières bougies, eh bien finalement ce sont des haramis. Mais si on ajoute la troisième bougie, ça s'appellerait donc une sorte de harami confirmé. Alors regardez, la première bougie elle est rouge. Plus elle est longue, mieux c'est, puisque ça veut dire que les baissiers étaient vraiment en contrôle. Par contre, la deuxième bougie va être verte et le corps de la deuxième bougie va être inclus à l'intérieur du corps de la première bougie. Alors, on a coutume de dire que les mèches, on s'en fiche, on ne tient pas compte, on fait comme si les mèches n'existaient pas. Il faut bien que les corps soient imbriqués. Par contre, la troisième bougie va être nécessairement verte et elle doit terminer significativement, donc elle doit clôturer significativement au-dessus de la clôture de la bougie 2. Bref, vous regardez les deux niveaux de clôture, la clôture de la bougie 3 et au-dessus de la clôture de la bougie 2. Donc en fait, ça fait tout simplement un harami haussier confirmé. Parce qu'il faut savoir que le problème des haramis, c'est que contrairement, enfin là c'est un harami haussier, contrairement à ce que son nom indique, ça fonctionne que dans à peu près un cas sur deux. Alors bien sûr, il y a des moyens d'améliorer la statistique. Par exemple, un harami haussier qui intervient sur un support, c'est mieux qu'un harami haussier qui intervient au milieu de nulle part. Mais là, vous avez en fait votre confirmation de la validité de l'inversion de tendance. Alors, c'est une figure qui se retrouve assez souvent. Il faut quand même savoir que il faudrait idéalement que ça intervienne sur des niveaux de support significatifs. Ça augmente le scénario de réussite, mais on est à plus de 2 chances sur 3 d'être dans le vrai lorsqu'on a un three inside up. Alors, si vous regardez un graphe concret sur une action concrète, là on a pris Casino Guichard. Alors j'ai quand même pris une unité horaire, puisque c'est pas mal justement quand on fait de l'intraday, vu que les haramis baissiers fonctionnent pas super bien en intraday. Et là vous voyez, vous avez une bougie rouge, une bougie verte qui est la bougie numéro 2. Bon, les mèches débordent, mais on s'en fiche. La bougie 3, elle est au-dessus, elle clôture au-dessus de la bougie 2, donc c'est bon. Généralement, on met le stop en dessous du plus bas de la figure, puisque ça voudrait dire en gros qu'on est allé plus bas que le précédent plus bas, donc c'est pas bon. Et on laisse couler, et là vous voyez effectivement la hausse s'est mise en place doucement mais sûrement. Je répète, c'est pas mal du tout d'utiliser ça en intraday parce que ça permet justement de filtrer un petit peu les faux signaux. Alors dans l'autre cas, ça s'appelle donc un three inside down, c'est exactement pareil, bougie verte 1, bougie rouge numéro 2, le corps de la bougie 2 est englobé par le corps de la bougie 1. Si ça s'arrêtait là, ça s'appellerait donc un harami baissier, mais vous allez avoir une troisième bougie qui va confirmer la prise en main par les baissiers du marché en question, et vous allez terminer sur la bougie 3 plus bas que vous n'avez terminé sur la bougie 2, et plus c'est bas, mieux c'est. Et là aussi, vous pouvez viser du 2 chances sur 3 de réussite. Le stop, il faut le mettre au-dessus
du plus haut de la figure. Alors je connais aussi des agressifs qui le mettent au-dessus de la bougie 2, hein. Mais bon, faut voir aussi, quand ils veulent limiter un petit peu le stop loss, ça dépend aussi combien vous risquez, quoi, hein. Mais derrière, si on prend une action réelle, un peu plus celle que j'ai prise, mais vas-y. C'est aussi Casino c'est Casino, mais pas en horaire cette fois-ci. Je l'ai pris en hebdo, donc vous voyez, bougie 1 verte, bougie 2 rouge, et bougie 3 rouge encore, et puis derrière badaboum. Il y a d'autres choses aussi qu'il faut savoir, c'est que le problème avec les haramiers haussiers ou baissiers, c'est que selon l'endroit où la deuxième bougie va se dessiner, on va avoir des résultats très différents. Clairement, si la bougie 2, elle est en haut, hein, de la bougie 1, on voit que finalement, il y a quand même une pression haussière. Donc, c'est dangereux de parier sur une baisse quand vous voyez ça. Et c'est beaucoup mieux, en fait, si la bougie 2 se trouve en bas de la bougie 1, parce que ça montre bien la pression des vendeurs. Donc, c'est pour ça que la bougie 3 vient un petit peu mettre tout le monde d'accord en disant non, il y a vraiment une prise en main des baissiers. Et du coup, ça peut être intéressant. Alors, je voulais juste revenir, Trado, sur ton exemple, puisque il y a un peu exemple et contre-exemple. Ici, donc, la figure en inside up était très intéressante. On a donc 1, 2, 3. Néanmoins, tu vois que quelqu'un qui aurait mis vraiment son stop pile poil juste sous la mèche serait venu se faire gratter par le marché 3 à 4 heures plus tard par cette mèche basse relativement profonde qui a dû faire peut-être 10 centimes sous la précédente. Et ensuite, on a eu une forte hausse de plus de 2%. Donc ici aussi, soit vous êtes potentiellement un trader agressif et puis une fois que vous avez vu la configuration et que la hausse a commencé à s'opérer et qu'au bout de 3-4 heures, vous avez un gain substantiel, vous pouvez choisir aussi de mettre votre stop à votre point d'entrée. Vous pouvez aussi choisir de le remonter au fur et à mesure de la hausse. Comme ça, vous auriez évité une éventuelle perte à cause de ce chandelier ici qui est venu racler un petit peu en dessous du précédent. Après, si je puis dire, ce genre de cas, c'est des cas rares, mais c'est des cas qui doivent vous arriver. Et si ça vous arrive, c'est une bonne chose, hein. Le trader est humain, les marchés sont erratiques et particuliers. Il y a toujours des cas spéciaux. Parfois, on a beau déceler la figure, constater le support, mettre bien son stop, et bien le marché va nous rappeler à l'ordre et va nous rappeler que c'est lui le patron. Tout à fait. C'est pour ça que c'est vachement important de prendre sans doute l'habitude de sortir par lot, sortir par paquet, parce qu'effectivement là vous avez vraiment la haine, hein, quand ça se passe comme ça. Alors que si vous prenez par exemple un petit peu de profit dès que vous avez enclenché des gains, bon, quelque part si vous faites sortir après, c'est moins grave, quoi. Sachez qu'il y a des questions qui sont posées, que je les vois toutes. Donc Marc me dit, est-ce que ce sont bien les mêmes figures l'une après l'autre, haussière, baissière? Effectivement, Marc, hein, à chaque fois, donc Tradosaur a présenté la figure d'élargissement haussière et baissière. Là, on a un tri inside up et un tri inside down, que vous voyez bien ce que ça représente dans les exemples. On peut passer maintenant à l'ETE, l'épaule tête épaule. Alors, pour l'ETE, est-ce que tu connais la probabilité de réalisation? Ouais, 80%. C'est une probabilité de réalisation forte, comme vous venez de l'entendre. Néanmoins, je pense qu'il y a énormément de traders particuliers qui font l'erreur d'anticiper cette figure. Comme nous vous l'avons expliqué tout à l'heure, les figures chartistes doivent être les figures chartistes comme les configurations en chandelier japonais doivent vraiment être respectées à la lettre. Donc, comme d'autres figures dont on a parlé précédemment, comme l'étoile du matin ou l'étoile du soir, l'épaule tête-épaule peut se retrouver dans une tendance haussière ou baissière. Moi, je n'aime pas parler personnellement des ETE de continuation. Je préfère les ETE propres de retournement. Je vous ai pris les deux plus beaux exemples et en plus, c'est sur le même actif et en plus, c'est dans la même périodicité. Et en plus, ce sont deux figures qui se sont fait l'une après l'autre sur un espace de 1 an et demi. Vous avez donc ici un graphique hebdomadaire du CAC 40 qui commence en 2006 et qui finit en 2011. C'est en fait une matérialisation du dernier krach boursier que nous avons eu il y a 8 ans de cela, qui avait débuté en 2007. Donc le concept de la figure en épaule-tête-épaule, son interprétation, si vous voulez, c'est que vous avez une tendance haussière de fond.
Et puis vous avez à un moment le mouvement haussier qui s'épuise et qui revient chercher un support. Puis, soutenu par des statistiques, des banquiers centraux, des dires d'officiels, vous avez le marché qui vient de nouveau réaliser un nouveau plus haut dans le sens de sa tendance baissière, mais violemment, les espoirs haussiers sont balayés et de nouveau, on revient tester ce niveau horizontal et en fait, on crée un niveau de support tangible très important. On a à ce moment-là une épaule et la tête. Et c'est là que beaucoup vont vouloir anticiper la deuxième épaule, sauf qu'il faut savoir que vous avez dans beaucoup de cas une épaule qui se forme, une tête qui se forme, et puis en fait un redémarrage de la tendance haussière qui se fait par la suite. C'est donc pour cela qu'il faut attendre que la deuxième épaule soit formée et que la ligne de coup, donc la ligne de coup c'est cette ligne créée par les points bas, créée par les épaules et la tête, et il faut que cette ligne de coup soit cassée de préférence violemment avec volatilité et volume. C'est ce qui vient valider la cassure nette du support de la ligne de coup de l'ETE et qui induit son potentiel baissier. Afin de fixer des objectifs, j'aurais pu faire comme toi, Trado, fixer un objectif 1 de la taille de l'épaule, fixer un objectif 2 de la taille de la tête. Ici, la taille de la tête nous donnait une chute de 16%. On voit bien qu'on a chuté de 16%, mais qu'on en a perdu 40 dans la foulée. C'était donc bien une belle figure de retournement en données hebdomadaires après une tendance haussière et c'était un exemple parfait si je puis dire. Et ce qui est encore plus particulier avec cette figure, c'est qu'on la retrouve un an plus tard, on a une épaule, tête-épaule, mais cette fois inversée. Donc vous avez toujours le phénomène d'une tendance de fond, ici baissière. Vous avez un premier rebond technique, puis un nouveau plus bas. Le rebond technique de nouveau vient tester le support et crée la ligne de coup. C'est là que ça vous met la puce à l'oreille. C'est là qu'on constate que la deuxième épaule se réalise et lorsqu'il y a ce redémarrage de la deuxième épaule, l'accélération et enfin la cassure, on a le signal. Alors, deux choses de plus à vous dire. Ici, vous voyez que les plus gourmands n'auront pas été servis sur le deuxième objectif. Donc, j'ai pris la hauteur de la tête, je l'ai reporté à la hausse. Ça donnait une hausse théorique de 27%, soit à peu près 900 points sur le CAC. Mais on s'est arrêté juste 100 points en dessous. Donc voilà, le trader gourmand ne sera pas sorti sur objectif et potentiellement ressortira par la suite. Parfois, si vous voulez, il vaut peut-être mieux être un petit peu moins gourmand, mais s'assurer d'un gain ou bien utiliser un stop suiveur afin de tout de même réaliser un gain en cas de reflux violent. Ici, on a eu un reflux violent. D'ailleurs, vous pouvez noter que ce reflux ne s'est pas fait n'importe où. Il s'est une nouvelle fois fait sur cette ligne de coup qui a été testée à de très nombreuses reprises avant que la hausse ne reprenne. La hausse, comme vous pouvez le voir en plus, s'est arrêtée pile poil sur le point précédent. Vous voyez bien donc à quel point les marchés ont une mémoire et réagissent sur les seuils qui ont été créés. Chose supplémentaire à vous dire, vous avez théoriquement dans les ETE ou ETEI des pullbacks. Souvenez-vous, tout à l'heure, Tradosor vous montrait la sortie d'une figure d'élargissement baissier. On va en sortir, puis on va faire un pullback, puis on va avoir le mouvement principal se faire. Donc vous voyez ici qu'on a eu la cassure de l'ETE. Le pullback a mis 2 mois à se faire, mais il est venu. Il n'est pas été complet, on s'est arrêté un petit peu en dessous de la mèche basse de mi-2007 ici. Encore une fois, étant donné la force, la puissance, la longueur de cette ETE et sa netteté, il n'était peut-être pas nécessaire d'attendre au point près, mais peut-être de surveiller une zone de prix. Quant à l'ETEI que vous voyez ici en bas, par contre, elle était parfaite. Alors vous voyez ici, elle est très belle et on va chercher l'objectif, mais le pullback n'a pas été net. Et ici, le pullback est parfait, mais l'objectif n'a pas été atteint. C'est pour ça qu'il faut peut-être faire preuve d'un petit peu de souplesse. Non pas de souplesse dans la détection. Attention, j'ai bien dit qu'il fallait être très strict à ce niveau-là, mais peut-être un peu plus de souplesse dans l'entrée et la sortie suite à la réalisation de cette figure. Qu'en penses-tu ? Écoute, moi il y a pas grand chose à ajouter, juste un truc peut-être. Vous remarquerez que très souvent la hauteur de la deuxième épaule va faire à peu près 50% de la tête.
Ouais, alors déjà quand ça se produit comme ça, peut-être qu'on est en marche effectivement pour une épaule tête épaule. Méfiez-vous des figures où la baisse ne serait équivalente qu'à peu près 25%, voire 30% de la tête. Généralement, c'est pas une épaule tête épaule. C'est pas pour ça que ça va pas baisser derrière, mais ça va peut-être être un triangle droit descendant ou ascendant, etc. Et les objectifs sont pas les mêmes. Donc vraiment essayer de repérer des épaules qui sont dignes de ces noms. Mais attention, parce que si elles sont trop hautes, on peut simplement être en face d'un trading range. Hein. Comme l'a dit Nico, il ne faut pas commencer à shorter sous peine, enfin sous prétexte que vous avez trois bosses, quoi. Hein. Ça peut très très bien être un trading range qui cache son nom et attendez vraiment la cassure. Et encore une fois, s'il y a des news derrière, s'il y a vraiment des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles dans notre sens pour appuyer l'idée d'une expansion longue, c'est quand même mieux, quoi. Hein. Nous avons Bruno qui dit: est-ce que le TE en biais qui se trouve entre les deux autres n'en est pas une? Donc ici Bruno nous montre cela. Donc vous voyez ici que donc ce n'est absolument pas, mais vraiment pas du tout une TE, ni dans l'esprit ni dans la forme. Elle ne respecte enfin, il y a peut-être un début d'épaule et un début de tête, mais ensuite elle s'est fait décapiter. Donc non, ça n'a ni la tête ni la structure, ni ça n'est absolument pas une figure comme telle. Trado, je pense pas que tu vas me contredire. Non, non, elle est trop scoliosée, là, l'épaule tête épaule. Je dirais que, je dirais que ça, c'est un canal baissier. Hein. Comme ça, à la louche, hein, je peux pas tracer, mais à mon avis, ça, c'est un canal baissier. Et l'objectif aurait été de prendre la largeur du canal reporté en dessous. Et à mon avis, on avait quelque chose de bon. Mais là, c'est vraiment trop penché. Hein. Encore une fois, il faut que les figures détectées soient propres et soient proprement réalisées selon les règles de la T. Vous avez une épaule, la deuxième épaule doit être égale à la première, le plus possible. L'épaule, si elle fait la moitié de la tête, c'est bien. Et c'est la cassure qu'il faut jouer et pas l'anticipation, encore une fois. Ouais. Oui. Excuse-moi, juste un truc, c'est super important. Je veux vraiment que vous compreniez que vous ne devez pas forcer le graphe pour qu'il rentre à l'intérieur de ce que vous voulez dans la boîte. Hein. Il faut vraiment que la figure s'impose d'elle-même et que vous ne soyez là que pour constater l'avènement d'une bougie particulière, d'une figure particulière. Si vous commencez à triturer le machin pour lui donner le sens que vous voulez, c'est pas bon parce qu'en fait vous trahissez la psychologie du marché en faisant ça. Donc vous inquiétez pas, ça viendra, il y aura toujours un marché qui va vous donner une belle figure, préférez-les parce que ça montre que la figure existe au-delà de votre bon vouloir. C'est très important. Alors Ludovic répond à ce que tu viens de dire en disant avoir raison trop tôt, c'est avoir tort, c'est exactement ça. Quand on a des figures à haute réalisation, à haute pourcentage de réalisation, quand on atteint des 80% de réalisation sur une figure propre, eh bien il ne vaut mieux pas l'anticiper, mais l'attendre parce que le signal, lui, sera théoriquement d'une grande clarté. Dernière chose, donc concernant les ETE, ce ne sont pas des figures que je recherche en intraday. Je n'en ai pratiquement jamais vu en intraday fonctionner et j'avais pris le risque de préparer justement une ETE dont un de mes lecteurs m'avait posé la question. C'est une variante de l'ETE, c'est une ETE transgénique puisque c'est une EETEE. C'est une ETE Quasimodo. Voilà, donc ça c'est un graphique qu'on m'a envoyé, que j'ai refait sur la plateforme de CMC Market sur le SP500. C'est une hypothétique épaule-tête-épaule en données 3 heures. Ici j'ai pris des chandeliers 3 heures. Donc 3 ou 4 heures, pas d'importance. Hein. Ce qui comptait, donc c'était... On avait une tendance baissière, on avait possiblement une épaule, une tête, une épaule avec une ligne bancale. On a vu que si on considérait un niveau horizontal, ça a été testé, puis c'était pas propre, puis on a un démarrage, et puis aujourd'hui en fait on s'est craché à la baisse et on a repassé la ligne de coup et on est reparti à la baisse. Moi ce que je voyais, c'était tout simplement une tendance baissière, un excès baissier contrebalancé, une stabilisation des cours plus ou moins dans un range. Et puis une reprise de la tendance baissière qui s'est réalisée un petit peu après. Bon, on va pas forcément aller beaucoup plus bas. Les US ont réagi en fin de séance européenne, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était un range, c'était une simple fluctuation, et en plus de ça, c'était en données 4 heures. En plus de ça, c'était pas la suite d'une tendance baissière forte, et c'est autant d'indications qui devaient vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'elle n'était pas valide et qu'elle n'allait pas donc potentiellement vous faire réaliser un gain. Voilà.
Je sais pas si tu as le même avis sur les unités de temps, mais c'est vrai que plus l'unité de temps est longue, plus la figure est respectée et plus je trouve les signaux violents, alors que aller chercher des figures chartistes rares en intraday, c'est quand même pas évident. Ouais, tout à fait. De toute manière, je le dis souvent dans mes webis, hein. Le problème, c'est que maintenant, les marchés en intraday sont complètement parasités par les robots, par les algos. Ils ont la puissance de frappe nécessaire pour faire et défaire les signaux. Donc, si vous voulez vraiment augmenter vos chances de réussite quand vous utilisez le chartisme, il faut monter les UT en daily, en hebdo, en mensuel. Ça fonctionne très, très bien. En intraday, la plupart des traders intraday que je connais font du scalping, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ramassent quelques points et ils se sauvent, hein. Ça va être très très basique en même temps. Ils vont prendre un support, une résistance, etc. Dès qu'on déborde, ils vont gratter 2-3 points, ils sortent, c'est tout, hein. Oui, voilà, là, tu as un niveau horizontal, on a eu une cassure, il y a une accélération de 20 points sur le SP, certains s'en contenteront largement, mais c'est pas du tout du trading sur des configurations chartistes rares. Là, on est dans le trading très court terme, c'est un autre sport. On a passé tes 3 figures et mes 3 figures en question, nos figures préférées. On arrive maintenant au Joker. Donc ici, ce n'est pas une figure chartiste ni un chandelier japonais, mais c'est un croisement de moyenne mobile que tu as choisi. Donc je te laisse nous expliquer ça. Ça, j'adore. En fait, vous allez avoir besoin ici, vous n'allez même pas avoir besoin des cours, vous avez juste besoin de 2 moyennes mobiles. Une moyenne mobile à 20 séances, 20 périodes, et une moyenne mobile à 7 périodes. Là, en vert, c'est la 20 et en bleu, c'est la 7. Alors, ça fonctionne sur toutes les unités de temps, tout en sachant que ça fonctionne encore mieux sur les unités longues, l'hebdo, le journalier. Et vous allez voir en fait que la bleue va faire comme si elle allait croiser la verte, mais au dernier moment, elle repart dans l'autre sens et s'en écarte. C'est ça qu'on appelle un non-croisement. Alors dans le premier cas, ça s'appelle un non-croisement baissier parce que vous allez avoir une fausse cassure à la hausse et puis ça repart vers le bas. Dans le deuxième cas, c'est le sens inverse. On croit que la bleue va croiser la verte, mais finalement, elle repart vers le haut. Et ça, ce sont des signaux extrêmement puissants. Je vous les recommande vraiment. Sur les graphes, vous allez voir que là aussi, on est probablement sur des 80% de réussite, mais là, il n'y a aucun travail sérieux qui a été fait, donc c'est mon observation perso. Alors, vous remarquez, par exemple, ici, on est sur Alcatel-Lucent en unité jour. Vous avez dans la première ellipse, voilà, la M7 qui s'approche de la M20, et c'est bien quand elle s'en approche beaucoup. Et puis au dernier moment, pouf, il y a une réaction et les cours repartent vers le haut et la moyenne courte en fait repart vers le haut sans croiser la moyenne longue. Et derrière, vous avez généralement 2, 3, 4 bougies de grande sérénité. Et dans la deuxième ellipse, c'est pareil. On a l'impression que ça va s'effondrer parce qu'on a cassé la M20, mais finalement la M7 repart vers le haut et on se retrouve porté par une nouvelle tendance haussière. Ça fonctionne sur toutes les unités de temps, mais encore une fois, plus souvent sur les unités longues que courtes. Alors, le non-croisement baissier, c'est exactement pareil. Là, j'ai pris Casino Guichard en unité hebdo. Vous voyez, on fait mine d'aller croiser la M20, mais finalement, on repart vers le bas. Alors, attention, quand même une petite précision. Il faut que la période préalable où on s'approche, où on converge vers la M20 soit relativement longue. Il ne faut pas qu'il y ait une seule bougie. Il faut qu'il y ait au moins 3-4 bougies et qu'il y ait quelque chose en fait à modifier. Et il faut également que l'on se rapproche bien, qu'on ait vraiment l'impression qu'on s'apprêtait à avoir un croisement et que finalement ce croisement n'aura pas lieu. Et là, encore une fois, on est tranquille généralement pour quelques bougies. Bruno nous dit, faut-il utiliser les moyennes mobiles simples, pondérées ou exponentielles? Donc je pense, et que tu vas le confirmer, mais ce sont ici des moyennes mobiles simples qui sont utilisées. Ce sont des moyennes mobiles en plus qui sont utilisées par ceux qui font de l'analyse dynamique. D'ailleurs, si Eric est par là, nous lui passons le bonjour. Et je pense que ceux qui font de l'analyse dynamique utilisent les moyennes mobiles simples et non pas d'autres. Petite
truc supplémentaire à vous apprendre. Moi, j'aime bien les moyennes mobiles exponentielles, mais c'est pour un autre sujet, non pas pour des croisements, mais j'aime bien trouver des moyennes mobiles exponentielles qui collent au cours. Vous voyez ici, on a une M7 qui est dans les cours, une MM20 qui est un peu au-dessus, un peu en dessous. Eh bien, imaginez que vous prenez une MM exponentielle à 22 ou à 27, et elle pourrait coller pratiquement très bien au cours. Les moyennes mobiles exponentielles donnent plus d'importance aux dernières séances, et elles permettent mieux de cadrer un actif, de cadrer une tendance baissière ou haussière. Je me rappelle quand l'AUD-USD, la paire AUD-USD avait baissé d'un 0,5 à sous la parité, il y avait une moyenne mobile à 12 ou 13 périodes en journalier qui cadrait parfaitement la baisse pendant des mois, et lorsque vous trouvez la bonne, c'est bien. Donc pour finir avec ces moyennes mobiles, soit vous utilisez les moyennes mobiles utilisées dans les banques, et dans ces cas-là, vous utilisez les signaux potentiellement donnés par des croisements ou donnés par des tenues de moyennes mobiles. Donc dans les banques, ils utilisent principalement la 20, la 50, la 100, voire la 200 quand on parle de moyen long terme. Soit vous utilisez celle-là pour utiliser les mêmes que les banques, soit vous utilisez des moyennes mobiles exponentielles pour cadrer des actifs, tout comme vous pourriez le faire avec des canaux baissiers par exemple. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, j'en pense que tu as raison. Et l'idée, c'est qu'il faut vraiment comprendre que l'analyse technique est sortie maintenant de la confidentialité, et que quelque chose fonctionne aussi tout simplement parce que tout le monde voit la même chose au même moment. La plupart des traders utilisent des moyennes mobiles simples. Donc on va tous réagir à l'unisson par rapport à des signaux qui apparaîtront au même moment sur tous les graphes. Donc là aussi, hein, même si je suis vraiment bluffé chaque jour par l'analyse technique, je pense aussi que ça fonctionne parce que de plus en plus de personnes utilisent, et la plupart des personnes utilisent des moyennes mobiles simples et pas des moyennes mobiles exponentielles. Hein. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, et c'est souvent ce qu'on reproche d'ailleurs aux analyses techniques. Alors vous aurez remarqué qu'en début de cette présentation, nous n'avons ni fait la guerre ni la comparaison à l'analyse fondamentale. Hein. Pour ceux qui savent faire la part des choses, et ce qui est souvent dit, c'est que l'analyse technique est bonne sur le timing et l'analyse fondamentale sur la raison de rentrer ou pas sur un actif. Ces deux méthodes sont bien évidemment totalement complémentaires si vous avez donc des connaissances économiques, économétriques, fondamentales, macroéconomiques, et que vous pouvez compléter ça avec des figures chartistes ou configurations au chandelier japonais relativement rares, alors vous augmentez très nettement votre probabilité de réalisation de gains. Ouais, on dit souvent l'analyse fondamentale dit quoi faire et l'analyse technique dit quand le faire. Yes. Et voici mon cas spécial. Alors j'ai utilisé ici la plateforme ProRealTime parce qu'on n'avait pas autant d'historique sur Twitter, sur la plateforme de CMC. On l'a mis plus tard sur la plateforme. Alors ici, c'est vraiment mon cas spécial favori. Pour vous raconter la petite histoire qui va derrière cette configuration du bébé abandonné. Nous sommes en 2008, les cours des indices chutent depuis des mois, le CAC 40 est passé de 6000 points à 2500 points, et à cette époque-là, je suivais énormément le cours d'une action qui s'appelait Bull. Donc je vais venir à l'exemple de Twitter après et à ce graphique-là après. La petite histoire, c'est que Bull était un titre que j'analysais et que je trouvais très qualitatif à cette époque-là. Il était dans une tendance baissière puissante, et ce qui s'était passé, c'est qu'un jour, on a eu une configuration en bébé abandonné sur ce titre-là. Je l'ai apprise à ce moment-là, je l'ai mis à profit à ce moment-là puisque je travaillais avec un gérant action qui aimait bien ce titre-là. Et lorsqu'on a vu cette configuration-là, ça nous a invités à renforcer notre position et à avoir un biais relativement positif sur la suite. Car le bébé abandonné est un cas extrêmement rare. J'en ai vu un en 2008, le deuxième en 2014. C'est pour vous dire à quel point on n'en voit pratiquement jamais. Le bébé abandonné, en fait, ressemble à ce que vous a présenté Trado au début de cette émission sur l'étoile du matin et l'étoile du soir. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que Twitter, donc là, ça c'est l'introduction de Twitter, si vous voulez, en fin 2013. Le cours de Twitter stabilise entre 40 et 45, et puis à
à ce moment-là, on a vraiment une spéculation folle sur toutes les introductions boursières, toutes les sociétés un peu d'internet comme on a eu ça en 2000. Et puis Twitter, ça y est, c'était devenu la société qui avait des centaines de millions d'utilisateurs avec un taux de croissance de folie. Ils ne gagnaient pas d'argent, mais c'est pas grave, on verrait plus tard pour le fait qu'ils gagnent de l'argent. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous verrez que le titre aujourd'hui cote $15, qu'il a été divisé par 5. Donc ce qui était arrivé sur Twitter à ce moment-là, je dirais, c'est qu'il y a une certaine euphorie des opérateurs qui ont engendré un doublement pratiquement du titre en l'espace de 2 mois. Donc il y a un moment, si vous voulez, où quand une entreprise est cotée en bourse, que tout le monde en parle, mais que l'entreprise gagne pas d'argent, il y a un moment où cette spéculation s'arrête. Et Trado, donc on a ici une belle configuration en étoile du soir. On a un chandelier vert haussier, un gap haussier qui montre qu'il y avait vraiment une euphorie, une force dans ce marché. On vient combler le gap pour potentiellement prendre appui, puisque un comblement de gap parfois peut être bon pour redémarrer, et on arrive à clôturer au plus haut. Et puis, très certainement, avec donc un essoufflement de la force acheteuse, avec les opérateurs qui commencent à regarder un petit peu plus les valorisations, avec aussi le fait qu'on était ici pile poil à une période très particulière qui était Noël, c'est-à-dire une période dans laquelle on peut avoir des faibles volumes, mais donc une forte volatilité engendrée par les faibles volumes, car le fait qu'il y ait peu d'opérateurs fait qu'un titre peut bouger 2 fois plus vite, 2 fois plus haut qu'il ne peut le faire habituellement. Donc qu'est-ce que Twitter nous indique ici par cette configuration en étoile du soir? Eh bien, elle nous indique qu'elle n'arrive pas à aller plus haut, qu'elle bloque sous $75 et qu'elle pourrait repartir à la baisse. De là, on a une hausse qui se réalise. Donc on redémarre à la hausse et on redémarre dans le sens de la tendance baissière. D'ailleurs, vous pouviez très certainement tracer un support en passant par les plus bas qui vous indiquait qu'on était toujours potentiellement dans une tendance haussière. Et puis là, il est arrivé le bébé abandonné. Et le bébé abandonné, si vous voulez, la grande différence qu'il y a avec l'étoile du soir, c'est que on a un gap dans un sens et un gap dans l'autre. Et ni les corps, ni les bougies, ni les mèches ne se chevauchent. C'est-à-dire que vous avez ici un mouvement haussier qui redémarre, des chandeliers avec des amplitudes de clôture de plus en plus fortes. Donc ici, un chandelier de stabilisation où on voit que les acheteurs arrivent de clôturer de justesse au-dessus de le cours d'ouverture. Le lendemain, on part à la hausse, on va un petit peu, on dépasse les plus hauts de la veille, mais on s'arrête pile poil sur ces derniers. Le surlendemain, on regape à la hausse et puis on part et on clôture au plus haut. Donc c'est limite de l'euphorie. Et la matérialisation de cette euphorie, c'est un gap haussier, le troisième d'affilée. Les acheteurs n'ont plus de force et s'arrêtent pile poil sous les $70-71 qui représentent les plus hauts en clôture si on ne prend pas en considération le haut de l'étoile du soir qui était en fait une sorte de bougie en excès. Et donc si vous retirez ce chandelier-là qui était un peu un excès, vous voyez que le plus haut du jour sur Twitter lors de ce bébé abandonné correspond aux 2 plus hauts en clôture ici, si on fait abstraction dans ce dernier. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que à la fin d'une euphorie de 3 jours et d'une tendance haussière de 2 mois et d'un doublement des cours, les opérateurs en fin de séance prennent des bénéfices et l'action clôture à son cours d'ouverture. Donc, bataille qui montre que les acheteurs n'ont plus trop de force. Et puis par essoufflement, par manque de punch, le titre gap à la baisse. À ce moment-là, vous voyez que le titre gap à la baisse mais clôture en hausse par rapport à son ouverture. Les acheteurs en fait se disent peut-être que la bataille n'est pas perdue, mais en fait le mal était fait. Je ne pourrai pas vous le retrouver puisque Twitter ne le permet pas, mais le jour de ce bébé abandonné, je l'ai mis sur Twitter et j'ai mis en copie d'ailleurs certains analystes techniques, tu n'étais pas dedans à l'époque, mais j'ai mis, je me souviens, Sébastien Coinon, journaliste sur BFM, et je lui ai dit, avec cette tendance de Twitter de monter alors que la société ne crée pas de bénéfices, alors que nous avons ici un bébé abandonné, figure ultra rare sur des plus hauts annuels et historiques après 2 mois d'euphorie et de cotation, je pense qu'un retour donc sur les plus bas historiques du titre à $40, voire de nouveaux plus bas, pourrait être possible. Ça, c'est la suite. Ici, on est maintenant en données hebdomadaires. Ici, c'est le bébé abandonné qui s'est fait. Vous voyez la cotation en bourse et puis cette euphorie du départ. Et puis ça, c'est la suite logique.
la suite d'une société qui est cotée en bourse, qui a des centaines de millions d'utilisateurs, mais qui ne réalise pas un copec de bénéfices en fin d'année. Et c'est ce qui encore aujourd'hui pèse sur le titre Twitter, qui ces 6 derniers mois a été plus que divisé par 2. Voilà, j'en ai fini pour le bébé abandonné. Trado, est-ce que tu as quelque chose à nous dire dessus? Oui, alors juste en 2 mots, il faut savoir qu'il y a une figure qui est assez puissante, hein, qu'on appelle l'îlot de renversement. Exactement. C'est-à-dire que voilà, en fait, l'îlot de renversement, c'est qu'au lieu d'avoir une bougie comme ça qui est en croix ou pas, vous allez avoir une succession de 2 ou 3 bougies et un gap de part et d'autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si par exemple vous prenez exactement le même graphe et que vous aviez décidé de basculer en intraday, eh ben vous les auriez eu, hein, vos 2, 3, 4, 5 bougies. Par exemple, si au lieu d'avoir du journalier, on avait utilisé de l'horaire, ben vous auriez une succession de plusieurs bougies séparées de part et d'autre par un gap. Donc en fait, c'était la confirmation, c'est là où deux figures en fait se rejoignent. Un bébé abandonné sur une unité de temps, ça donne un îlot de renversement sur une unité inférieure. Voilà, si on se met à en donner 2 heures sur ce chandelier-là, on aura un gap haussier, une succession de bougies en stabilisation, puis une sortie violente par le bas, avec des gaps de part et d'autre. C'est une configuration extrêmement rare. Alors, on en a fini donc pour cette configuration-là. On va maintenant passer à l'analyse de 2 titres avec nos méthodes d'analyse respectives. Je vais quand même regarder les questions et on peut peut-être répondre à quelques questions avant de passer à cette dernière partie. Johan me dit, ces figures chartistes sont-elles au-dessus des indicateurs tels que le MACD, le RSI? C'est-à-dire peut-on acheter en survente sur le MACD si on a une étoile du soir? Alors, que dire à cela? Déjà, d'une part, moi, je n'aime pas les indicateurs techniques, j'en utilise à peu près aucun, sauf le RSI lorsqu'il s'agit de divergence. Pour moi, les figures chartistes sont les configurations, notamment dont on vous parle là, sont les outils les plus puissants de l'analyse graphique qui existent. Pour moi, le MACD, le RSI, comme la stochastique, sont 3 indicateurs redondants qui ne font que refléter les prix. Je vois donc beaucoup plus d'intérêt à surveiller une sortie d'une figure chartiste proprement tracée qu'à suivre un croisement du MACD qui peut être un faux croisement ou un non-croisement. Par contre, si vous voulez coupler les deux, vous voyez que le RSI, le MACD sont en survente et qu'on arrive par exemple sur un support, et puis à ce moment-là, vous avez une formation en étoile du soir, enfin du matin, puisque vous parlez d'un état de survente. Là, ça peut être intéressant de coupler en fait, la figure chartiste valide, c'est le plus important, et ajouter à cela peut-être la notion de support ou la notion d'indicateur. Qu'est-ce que tu répondrais toi à cela, Trado? En fait, comme toi, je dirais qu'il faut d'abord privilégier les signaux sur les prix, hein, par rapport aux signaux sur indicateurs. Maintenant, moi j'aime bien utiliser les indicateurs comme j'ai dit tout à l'heure, comme des garde-fous. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple un signal baissier sur un indicateur technique, ça veut dire que voilà, si vous achetez, vous vous exposez quand même, parce que quand on est baissier sur un indicateur, on a quand même plus de chances de continuer de descendre que d'avoir fait les plus bas. Alors maintenant, si en même temps vous avez un indicateur technique qui baisse, mais avec une divergence haussière et derrière un signal sur les prix haussiers, là c'est tout bon. Mais franchement, je vous invite à utiliser les indicateurs techniques, pas de problème, mais comme pour avoir une sorte de terreau dans lequel se produit ce qui se passe sur les prix. Hein, comme un garde-fou et comme une sorte d'ambiance générale, tout en privilégiant les signaux sur les prix eux-mêmes. Et je conclurai avec le fait qu'il faut, de la même manière où vous respectez les configurations chartistes avec attention, respecter les indicateurs techniques. Un RSI sous 30, donc en situation de survente, ne veut pas dire d'acheter. Il y a des configurations de RSI, il y a des divergences sur le RSI, haussière ou baissière, il y a des objectifs à calculer sur le RSI. Chaque indicateur est un indicateur qui a été créé par un ingénieur et qui a un but et qui a une façon d'être étudié. Donc encore une fois,
comment dire, n'utilisez pas la MACD juste pour parler d'un croisement. Privilégiez les croisements forts, faites attention aux divergences. Voilà, donc tout comme les configurations techniques, il faut faire très attention, mais si vous voulez, on pourra faire un jour un webinaire commun sur les indicateurs techniques et ceux qu'on préfère. Rochefort Clément nous dit: le phénomène d'action-réaction n'est-il du coup aléatoire ou alors donne-t-il une pression d'aléatoire? Le phénomène d'action-réaction est rare. Il peut être couplé donc à un avalement haussier, un avalement baissier. C'est pas aléatoire. C'est une réaction en fait aux news et à la configuration à un instant T. C'est juste que quand ça arrive, il faut le prendre en considération et donc suivre les règles que l'on a exposées tout à l'heure. Jean-Philippe Béfi nous dit: la ligne de coude, le TE doit-elle être horizontale? Non, elle ne doit pas forcément l'être, mais personnellement, j'ai toujours préféré les ETE avec des niveaux horizontaux. C'est beaucoup plus propre et compréhensible et ça reflète bien l'importance d'un seuil de prix et non pas d'une zone de prix. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, de toute manière, il faut vraiment tout contextualiser. Même si on a nos figures préférées, il faut vraiment de toute manière regarder tout. Et si on a un faisceau de signaux qui va dans le même sens, des signaux qui vont dans le même sens, c'est toujours mieux. Ne soyez pas autiste par rapport à tout sous prétexte que vous avez eu un signal qui allait dans un sens. Si vous avez un signal positif contre un faisceau d'éléments négatifs, bon, je sais pas quoi. Rapidement, ensuite on me demande donc la ligne de coup. Une ligne de coup doit au minimum avoir 3 points ou plus, oui, puisqu'il y a le premier, le deuxième, le troisième. Vous pouvez pas avoir une ETE avec 2 points, ça c'est pas possible. Hugues nous demandait si c'était enregistré. Oui, c'est enregistré. Jean nous disait: l'impact des algos est-il important sur les crosses de devises majeures? Oui, l'impact des algos a une importance de plus en plus forte sur les marchés et accélère, augmente certains mouvements et leur puissance, mais les algos ne font pas encore le marché que je sache. Greg nous disait: est-ce que ça marche aussi avec Ishimoku? Je dirais que oui, bien sûr. Si vous tradez avec Ishimoku mais que vous arrivez à déceler des figures chartistes, vous pouvez bien évidemment les conjuguer. Florian nous disait: facile d'avoir 100% de réussite sur une figure si elle arrive tous les 10 ans. Vous savez, je préfère avoir 100% de réussite 2 fois en 10 ans que faire 200 trades avec 50% de réussite. En plus de ça, on vous montre 4 exemples chacun de figures rares. Ça veut dire que si vous multipliez le nombre d'exemples par le nombre d'actifs et par le temps, on en trouve quand même 1 ou 2 par an. Là, on vous parle de configuration de moyen long terme qui vous donne 1, une probabilité forte, 2, des performances quand même relativement élevées, puisqu'on vous parle de 50% de hausse du sucre ou de 30% de baisse du CAC. À la limite, si on pouvait s'arrêter à 2-3 trades par an uniquement sur des probabilités comme ça, moi je signe dès demain personnellement. Ludovic dit: j'ai arrêté le RSI, trop de faux signaux. Eh bien moi je ne l'utilise que en données 4 heures ou journalières et uniquement sur les divergences. C'est ce que je trouve être le plus propre. Ludovic dit: j'utilise que les droites de tendance beaucoup plus fiables. Oui, les droites de tendance sont très bonnes, des canaux pour cadrer un actif, mais ça ne nous donne pas des figures de retournement. Une figure d'accompagnement de tendance, c'est pratique, c'est bien. On est dans un canal baissier, on vend potentiellement les bornes hautes. Mais les figures de retournement, elles, ce qui est génial, c'est qu'on prend un actif, il arrive sur une zone clé, il se retourne, la validation est là et vous rentrez tout en bas avant une éventuelle forte hausse ou forte baisse. Et c'est ça qui est aussi relativement jouissif. Gérald nous dit: Trado conseille toujours de cumuler les indicateurs pour prendre une décision. Nous allons voir cela tout de suite puisque Trado va nous analyser un titre et effectivement il va scanner un titre avec différents types d'analyses, différents types d'indicateurs afin de corroborer ce qu'il en pense principalement. Johan dit: a-t-on accès aux données sous forme tableau pour déceler les figures? Non, mais vous avez des très bons livres en la matière, notamment l'analyse technique de John D. Murphy ou bien l'analyse technique théorie et méthode de Monsieur Béchu, qui travaille, je crois, un ancien de la Société Générale. Voilà.
Et puis pour terminer, on a Gilles qui dit merci Nico et Trado pour ce super live très instructif, c'est toujours gentil à vous. On va maintenant passer donc à l'analyse de 2 titres sur la plateforme Next Generation. Dans un premier temps, Trado a analysé GenFit avec sa façon d'analyser qui est propre à lui et que j'adore. Trado, à toi. Merci. Donc voilà, donc ça c'est GenFit qui est constamment demandé au moins 3-4 fois tous les jours. Donc voilà. Le plus important, c'est déjà d'avoir une idée du sens de la marée. Est-ce qu'elle est montante ou est-ce qu'elle est descendante? Donc là, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on est en unité jour sur GenFit, on voit qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 150 jours. La moyenne mobile à 150 jours, elle doit être utilisée pour avoir un sentiment sur l'évolution. Et quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 jours, ça veut dire qu'on est quand même soumis à une certaine pesanteur. Alors surtout quand il y a confirmation par les ellipses. Alors, regardez les ellipses, vous voyez, les hauts sont descendants et les bas sont descendants. Ça veut dire également que la tendance est baissière au regard de la théorie de dos. Donc quand vous avez les deux éléments qui laissent augurer une pesanteur à la baisse, ça veut dire qu'il y a quand même des obstacles dans la hausse. Donc là, globalement, le contexte général sur GenFit est un contexte de baisse. Alors après, on peut peaufiner avec l'Ishimoku, qui va nous donner en fait des niveaux un petit peu plus précis. Le nuage, c'est la zone qui est un petit peu grisée là. Et on dit que lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Par contre, quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et comme vous pouvez le voir là, la confirmation, on est en dessous du nuage. Donc tous les trois systèmes confirment que la tendance est baissière. Donc si vous achetez maintenant, c'est risqué. On peut toujours effectivement parier sur une inversion de tendance, mais il faut savoir que vous avez plus de chances à un moment M de descendre que de monter. Alors l'espoir, c'est qu'on a réussi quand même on a réussi à se hisser au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan, qui sont un petit peu nos deux sentinelles. Quand la Tenkan et la Kijun sont cassées, on se dit que la pression baissière a peut-être tendance à se relâcher un petit peu et on peut effectivement commencer à caresser du doigt certains espoirs. Donc globalement, à ce moment précis, on est en tendance baissière avec peut-être un affaiblissement de l'étreinte des baissiers. Alors vous remarquez tout de suite là, j'ai fait passer. Vous remarquez tout de suite là la configuration des moyennes mobiles, les deux ellipses qu'on a signalées qui étaient tout à fait opportunes, un non-croisement à la hausse avec derrière une hausse, un non-croisement à la baisse avec derrière une baisse. Et là, actuellement, au moment où je parle, sur ce graphe-là, la M20 et la M7, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont nous sortir, mais en tout cas, vous repérez tout de suite une étoile du soir. Bougie verte, bougie rouge, bougie rouge en 3, mais en fait, c'est presque un doji. Et là, on pouvait effectivement se dire que si on achetait, on se mettait en danger. Alors, il faut savoir que ce graphe a été pris il y a 3 jours. C'est intéressant parce qu'on va voir ce qui s'est passé depuis. Mais en tout cas, on va voir qu'effectivement, ce signal d'étoile du matin sur GenFit a porté ses fruits. Alors, on ne pourra pas le voir aujourd'hui, mais si vous regardez vos graphes journaliers, vous verrez que depuis 3-4 séances, on a vraiment morflé. Et donc, une fois de plus, l'étoile du soir, a produit ses effets. Donc, sur la diapo suivante, on va pouvoir remarquer... Ça, c'est le graphique de l'espoir, ça, Tradosaur. C'est le graphique de l'espoir, voilà. Alors là, voilà. Bon, regarde, ça fonctionnait les coups avant, donc la veille technique, comme tu l'as dit, tant que l'entreprise n'a pas fait faillite, il y a de l'espoir. Donc pourquoi pas espérer faire un nouvel impact avec le haut de la figure d'élargissement. Attention, c'est pas une figure d'élargissement ni ascendant ni descendant, puisque comme vous pouvez le voir, il y en a un qui monte et un qui descend. Ok, donc c'est pas une figure d'élargissement comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, pour ceux qui veulent nourrir certains espoirs, on a peut-être ici l'idée qu'à terme on pourrait aller chercher les 50 €, mais il ne faut pas se leurrer. Pour l'instant, il y a toujours une pesanteur baissière. Oui.
GenFit est un titre extrêmement spéculatif, c'est un titre biotechnologique. Pour ceux qui ont fait le webinaire des biotechnologies le mois dernier, vous n'êtes pas sans savoir que ces sociétés-là, en fait, sont des sociétés qui peuvent être de bonne facture, qui peuvent avoir un avenir radieux, mais qui vont communiquer 1, 2 ou 3 avancées maximum par an. Les biotech sont énormément montées ces dernières années. C'est pour ça que là, quand les marchés consolident, les biotech consolident encore plus fort, et c'est ce qui a accentué la baisse sur GenFit. L'absence de nouvelles a aussi accentué la baisse et la configuration technique s'est donc dégradée. Néanmoins, si vous êtes en place sur cette action, le fait d'étudier et la tendance et les figures de retournement, etc., vous aidera peut-être à moduler votre position au fur et à mesure. Je me souviens récemment, le titre était monté comme ça gentiment dans un canal haussier jusque 42, mais à 42 €, on avait un gap qui datait de plusieurs mois, puisque c'était un gap qui avait été créé par des résultats. Et en fait, on est venu pile poil toucher cette zone de gap et on est reparti à la baisse. Et pour ceux qui étaient à l'achat, donc qui ont un petit défaut sur GenFit, permettez-moi, mais qui sont tombés pour nombreux d'entre eux amoureux du titre, cette réaction de haute mèche sous résistance qui était un gap avec un avalement baissier le lendemain était absolument horrible. Et ça, c'était un signal qui indiquait qu'on avait plus de risques de repartir à la baisse et de consolider que de partir à la hausse, puisque aucune nouvelle n'avait été validée et puisque un niveau de résistance majeur de long terme avait bloqué. Donc il faut faire preuve comme ça, quel que soit le titre que vous tradiez, d'éviter déjà de tomber amoureux et puis de potentiellement jouer les points hauts et les points bas quand il vous offre des configurations techniques attractives. Je vais maintenant passer à l'analyse d'un titre pour terminer cette présentation, mais je profite quand même du fait de vous avoir et que vous soyez aussi nombreux pour vous indiquer que à l'espace du site CMC, dans l'espace du site CMC Market où vous êtes inscrit aujourd'hui, donc pour l'émission avec Trado, vous pouvez vous inscrire pour mes émissions à venir. Vous avez la matinale de CMC Market qui est une émission que je fais tous les matins à 10h du matin, donc vous pouvez vous y inscrire. Et vendredi, je ferai un live pour le taux de chômage à partir de 14h15. Et puis comme ça, tous les mois, vous aurez donc de plus en plus de webinaires réalisés avec CMC Market. Voilà, après mon petit coup de pub perso, voici l'analyse de mon titre à moi. Alors Mich, non, il ne faut pas s'inscrire à chaque fois pour la matinale, vous vous inscrivez une seule fois et ensuite vous pouvez aller tous les matins dessus sans vous réinscrire. L'analyse du titre que je vais réaliser pour ma part est une analyse sur le titre Vallourec. Vallourec est une société parapétrolière, elle a été décriée, elle est passée de pas loin de 1000 à 4. C'est une action qui en un an a perdu 90% de sa valeur. C'est une société parapétrolière et j'ai l'impression qu'elle cherche du pétrole sous les supports. C'est une situation très complexe. On a un pétrole qui est bas mais qui n'arrive pas à rebondir. On a une société parapétrolière qui ne va pas très bien, qui vient de faire une augmentation de capital et donc les fondamentaux ne sont pas bons. Néanmoins, il y a et des moments où ça devient intéressant et à d'autres où ça ne l'est pas. J'ai affectionné Vallourec en fin d'année dernière parce que Vallourec était dans un canal baissier extrêmement puissant qu'on peut aussi caractériser de tendance en ligne. Et lorsque Vallourec était sorti comme ça à la hausse, elle avait réalisé une hausse de 30% en quelques séances. Et ensuite, comme ça, on avait tenté de mettre à profit ou de surveiller les tenues de support qui avaient permis des relances à plusieurs reprises. Depuis que Vallourec a cassé les 8 €, ses plus bas annuels, et a accéléré, bien évidemment, il n'y avait pas de considération haussière puisqu'il n'y avait ni tenue de support, ni signaux, ni figure de retournement. Comme quoi, on peut à un moment jouer des rebonds techniques sur une valeur baissière, mais il faut aussi savoir la lâcher quand elle lâche également. Si je devais un petit peu copier ton mode d'analyse, Tradosor, on peut mettre une moyenne mobile à 150 périodes qui nous permet de cadrer la baisse à moyen long terme et qui permet de voir que les cours ont bloqué. C'est ça que j'ai trouvé intéressant en la mettant sur mon graphique par curiosité. C'est qu'on a buté pile poil dessus à plusieurs reprises en avril, mai, juin dernier et que ça permettait de cadrer la tendance baissière. On peut, comme vous le voyez, très bien cadrer Vallourec avec des canaux baissiers contre lesquels il ne faut absolument pas aller.
En cliquant ici sur mon bouton numéro 2, boum, en un clic, je passe sur du Ishimoku. Vous pouvez qu'on ait constaté qu'on est sous le nuage, qu'on a des Tenkan et des Kinjun baissières et qu'on a d'ailleurs donc une résistance ici d'Ishimoku qui se conjugue parfaitement avec le canal baissier. La conclusion en sera donc très simple, les tendances sont baissières, la tendance est baissière dans beaucoup d'unités de temps, les risques sont donc baissiers, les vendeurs ont donc la main, néanmoins c'est un titre qui vient de perdre 99% et puis qui profiterait d'un rebond du pétrole qu'on est en train de constater, donc qu'est-ce qui changerait la donne et qu'est-ce qui nous pourrait donner des espoirs haussiers? Eh bien ce serait tout simplement que dans les séances à venir, Valorec arrive à s'extraire par le haut de son canal baissier, à clôturer au-dessus de sa Tenkan et à casser la moyenne mobile à cette période qui peut se confondre aussi avec ce canal-là. Et si la valeur pouvait le faire en plus en réalisant une figure chartiste, ce serait encore plus beau. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera dans les séances suivantes, mais imaginons que demain le pétrole monte, que Valorec monte et puis qu'elle sorte par le haut de son canal, on aurait alors un éventuel double bottom. Un double bottom réalisé sur le seuil psychologique des 4 euros à la suite d'une augmentation de capital et à la suite de ce double test des 4 euros, on aurait une remontée forte vers 5 euros puis la matérialisation d'un double bottom. Un double bottom, c'est comme une ETE, il y a une ligne de coup, donc la ligne de coup ici serait à 5 euros et en cas de cassure, on pourrait viser les résistances de moyen terme baissières qui sont dans la zone des 6-7 euros. Donc ce n'est peut-être pas fini pour ce titre-là, cette société-là. Il y a des périodes où c'est plus plaisant d'être acheteur ou vendeur. Enfin, il y a eu beaucoup de périodes où ça a été plus plaisant d'être vendeur sur ce titre que d'être acheteur. Il ne faut pas y aller sans signal. C'est ce qu'il faut, je pense, conclure sur ce titre et beaucoup d'autres. Et vous surveillerez donc potentiellement un débordement de la zone des 4,50 serait une sortie par le haut du canal, une cassure de MM7, une cassure de la Tenkan et la validation éventuelle d'un double bottom. Ce serait donc une quadruple information haussière qui laisserait entendre qu'un rebond technique potentiel pourrait persister. Voilà. On va repasser sur ma présentation pour finir ce webinaire. J'ai une annonce d'une importance capitale à vous faire. Tradosaur, qui travaille en tant que partenaire de CMC depuis des années, a, comme on vous l'a dit au début de cette formation, rédigé ces dernières années des modules de formation qui s'appellent des e-books. Dans des e-books, vous avez de l'écrit, de la théorie, des graphiques, des vidéos. Je vous avouerai qu'en tant qu'analyste technique et spécialiste à ce niveau-là, j'ai vu certains de ces modules et j'ai trouvé que c'était un travail extraordinaire. Hein. Je suis pas là pour te lancer des fleurs Trado, mais c'est bien. mais c'est un travail excellent. Donc, ce qu'on a mis ici en place en fait entre Tradosaur et CMC, c'est que CMC vous offre l'ensemble de toute la bibliothèque des e-books créés par Trado ces dernières années, c'est-à-dire 20 e-books, c'est-à-dire 20 vidéos de 30 minutes, des pages de théorie, des pages de pratique, et vous avez donc comme ça tout, les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, les essentiels, avancer, approfondir. Nous avons mis cela en place gratuitement en cas d'ouverture d'un compte réel. Donc, pour être plus précis, cette opération durera du 3 février au 10 mars. Et pour en bénéficier, donc c'est une offre valable pour une ouverture de compte réel chez CMC, suivie d'un passage d'ordre. Dans un premier temps, donc, vous ouvrez votre compte chez CMC en ouvrant sur le site, par exemple, ouvrir un compte réel. Vous êtes contacté par l'équipe. Vous allez préciser que vous souhaitez recevoir la formation de Tradosaur. Vous passez un premier ordre sur la plateforme, vous êtes alors un client actif CMC Market, bienvenue à vous, et pour vous féliciter, vous remercier de votre confiance et afin de vous permettre aussi peut-être d'augmenter vos succès et vos probabilités de gain, vous avez alors les 20 modules qui vous sont remis sous 48 heures et qui vous permettront de connaître tous les secrets de Tradosaur. Trado, si tu veux ajouter quelque chose à ce sujet, n'hésite pas.
Ouais, alors tout d'abord, merci. Et ensuite, bon, il faut savoir, comme tu l'as dit, que c'est pas une opération qui est sortie du chapeau de manière, voilà, impromptue. Hein. Ça fait des années que qu'on bosse CMC Markets et moi en tant que partenaire. Il n'y a pas beaucoup de brokers qui sont autorisés à travailler en France, qui aient des spreads compétitifs, qui sont régulés, qui ont des bureaux sur Paris, etc. Donc c'est pas quelque chose que j'aurais fait loin s'en faut avec n'importe quel broker. Si je le fais avec CMC Market, c'est parce que c'est un broker sérieux avec qui je travaille depuis très longtemps. Alors, je reprendrai simplement ce qu'a dit Nico. Hein. Donc, vous ouvrez un compte réel. Dès que vous avez passé un ordre, vous demandez votre collection de e-books, ça vous sera offert. Si vous recevez rien, qu'il y a un problème, vous inquiétez pas, vous me contactez directement et on va régler le problème. Hein. Il se peut qu'il y ait un petit délai de 24, 48 heures, je sais pas, mais au-delà, n'hésitez pas à me contacter directement si vous n'avez pas été livré. Et bon, voilà, et je suis vraiment très content de vous proposer cette formation parce que voilà, le succès dans le trading, c'est essentiellement du travail et de la méthode. Hein. Magnifique, magnifique conclusion. Merci à toi Trado, merci à tous les participants, vous avez fait exploser les compteurs, vous avez même bloqué la session, ce qui fait qu'on ne pouvait plus rentrer sur ce webinaire, on va être obligé de changer de logiciel. Donc mission réussie avec toi Trado, un grand merci pour ton temps, ta patience, tes conseils, tes préconisations. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Allez, ça marche. Merci à tous et à très bientôt. Hein. À très bientôt, passez à tous une bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao.